Bonjour, honorable assistance. Merci, je remercie la Fédération africaine de francophonie de gynéco-obstétrique via la Société tunisienne de gynéco-obstétrique nous avoir invités donc, dans cette session très importante sous nos cieux, puisque les cieux nous réunissent. J'ai été agréablement surprise de voir l'avancée technique et la dépendance de la biologie qu'avait présentée notre collègue. Je la félicite. Nous n'en disposons pas. Et donc, je vais revenir à une pratique très pratique, le quotidien du gynéco-obstétrique et du résident pendant la garde. Donc, il m'a été confié de parler du tamponnement intra-utérin en matière d'hémorragie du postpartum. A-t-il une place dans les algorithmes? Donc, pour parler de généralité, je ne vais pas être longue. C'est une cause de morbidité internationale. Un décès par 4 minutes c'est un chiffre qui a été déclaré. 140 000 décès par an, aussi bien dans les pays développés que sous-développés. Dans les pays à faible revenu, ça serait de l'ordre de 20% des causes des décès maternels, tous réunis. Dans les pays développés, c'est aussi 8%. C'est aussi une grande cause de morbidité par les états de choc, par les syndromes de polytransfusés, parce qu'ils reçoivent beaucoup de sang, et tout et n'importe quoi, d'insuffisance rénale secondaire qui peuvent être qui peuvent relever de d'hémodialyse, de coagulopathie, d'infection, d'hystérectomie et de traumatisme. On n'en parle pas beaucoup, mais traumatisme pendant les hystérectomies, parce que c'est fait dans un cafouillage et dans une détresse des équipes. Et c'est des situations génératrices d'accidents sur l'arbre urinaire. La majorité des décès ont été déclarés évitables. Évitables, même si un décès est évitable, c'est une famille qui ne va pas perdre sa maman. Donc même si on arrivera à tirer d'affaire une patiente, un décès évitable et un décès de gagné. Donc je ne vais pas être longue, les 3 T, donc l'utérus saigne parce qu'il est en atonie, parce qu'il y a des dilacérations et des traumatismes, parce qu'il y a une coagulopathie et les anomalies placentaires qui est une pathologie émergente et, comme on vient de le voir, toutes les techniques sont décrites, mais c'est pas encore tout à fait bien défini. Donc le management, d'abord un diagnostic de gravité et un diagnostic étiologique. Pourquoi est-ce qu'elle saigne? Est-ce que c'est juste de l'atonie ou est-ce qu'il faut poser un diagnostic étiologique, savoir pourquoi il y a une hémorragie de la délivrance et décider tout de suite de la gravité de cette hémorragie de la délivrance. D'emblée et d'ores et déjà vont s'installer le traitement médicamenteux, médicaux, réanimation et obstétricaux qui sont bien définis. Et par la suite, si ça tourne mal, si ça résiste, le traitement chirurgical. Le tamponnement s'inscrit entre les deux. C'est une méthode qu'on va décrire et voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tamponnement? Il y a d'abord les tamponnements externes. C'est ce qu'on sait faire en attendant de voir venir et de se retourner. C'est la compression externe de l'utérus, soit par la patiente, on lui demande de pousser sur son utérus jusqu'à ce que ça lui fasse mal, mais c'est en attendant de la prendre en charge. Et techniquement, c'est de prendre le fond utérin et l'isthme et de comprimer le temps que l'utérus se rétracte. Bimanuel, c'est ce que font les professionnels en introduisant une main en intravaginal et une autre. L'idée, c'est de reproduire chirurgicalement le capitonnage et le matelassage qu'on fait de l'utérus, mais c'est des techniques qui sont limitées et qui peuvent rendre des services dans les premiers stades d'une hémorragie simple. Le tamponnement utérin, il y a deux façons de faire. Le packing, qui a été décrit dès le 19e siècle, c'est qu'on fourrait l'utérus avec des rouleaux à gaz, des champs abdominaux. C'est source de complications telles que l'infection, mais aussi le traumatisme et à l'insertion et au retrait. Le tamponnement par ballonnet, il a été décrit d'abord par des matériaux qui ne sont pas spécifiques à l'utérus. On mettait un ballon à l'intérieur. La sonde de Foley, le Rush, on a détourné la Blackmore de l'estomac vers l'utérus. Aussi, les condoms et les gloves, c'est-à-dire les gants, ont été décrits surtout dans les pays démunis où on devait agir avec les moyens de bord. Le matériel spécifique à l'utérus, ballonnet de Bakri, le cat balloon, le EBB balloon et le pat balloon qu'on va voir après. Beaucoup de devices ont été développés et introduits dans l'arbre décisionnel.
Alors, le tamponnement intra-utérin a été décrit par Coldrate la première fois en 83 lorsqu'il a introduit la Foley pour pallier à une hémorragie. Ensuite, comme je vous ai dit, d'autres moyens ont été détournés de leur utilisation première. Le condom peut contenir jusqu'à 1 litre. Et j'ai lu même qu'il peut aller jusqu'à 20 litres, mais jusqu'à 1 litre, on va voir que c'est très bon. Alors, le rush cathéter, le condom et le Foley et le glove, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cathé de retour. Donc, on n'a pas une idée sur ce qui se passe derrière le ballon. On ne sait pas si derrière, il y a des caillots de sang, il y a une distension utérine. C'est des moyens de débrouillage en attendant de voir venir. Par contre, le reste, donc la Bacri et la Blackmore et les autres, la CAT et la EDD cathéter, ils ont quand même un système de retour, mais aussi un système d'expansion où on peut encore injecter et dégonfler. Donc, comme je vous ai dit, ce qui est spécifique, eh ben, c'est tout ce qu'on sait faire c'est une méthode qui a été décrite dans des situations mini-invasives où l'objectif est de comprimer la paroi utérine et plusieurs matériaux ont été développés dans ce sens. J'ai dû mettre cette plaque. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu ce que les industriels veulent développer et qu'ils veulent nous le proposer. Je suis désolée de le dire, mais pour les pays à faible revenu, ils proposent de mettre des épongettes, des espèces de petites particules qui vont avoir une expansion quand elles sont imbibées et occuper la cavité utérine. Ça a été décrit dans des modèles plutôt industriels et animaux, mais ça n'a jamais été validé chez l'être humain. Ces éponges qui sont là, elles sont là, c'est quand elles ne sont pas imbibées, et là, quand elles gonflent. Mais il y a tout un système pour les mettre à l'intérieur et le retirer. Ce n'est pas validé chez l'être humain. Alors, des questions à se poser en face d'une hémorragie de la délivrance? Oui, parce qu'il faut se poser la question. Nous autres, les médecins, c'est notre moteur et notre catalyseur pour améliorer nos connaissances. Alors, les 6 questions fondamentales qu'on va se poser, c'est what and why, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'utilise, quand on l'utilise et comment on va l'utiliser, et comment, qui va pouvoir l'utiliser et comment il va fonctionner. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, comment ça va fonctionner? Ça va comprimer directement le lit placentaire. Et c'est l'indication phare. Il va arrêter les saignements parce que la pression dans la sonde est supérieure à la pression artérielle. Donc, ça va faire une compression directe sur la pression sur l'artère. Il va éviter la formation de caillots de sang et la consommation de ces facteurs de coagulation qu'on est en train de préserver. Et puis, la présence du ballon va, comme certaines études l'ont prouvé, stimuler. C'est une étude scandinave faite par un Japonais, j'imagine, qui a prouvé qu'il y avait une contractilité utérine par cette épine à l'intérieur de la cavité. Donc là, c'est des images échographiques où on voit clairement le ballon ici mis et contre l'artère utérine. On voit bien l'épaisseur du myomètre à côté. Et là, c'est quand on commence à l'introduire, là, début d'injection, 1000 cc et la mise en place totale avec l'épaisseur du myomètre qui va être comprimée tout autour. Alors, une équipe a étudié le flux des artères utérines et le Doppler, comment il va réagir pendant la mise en place de ce ballon. Et bien, vous avez ici, avant l'insufflation ou le remplissage, vous avez l'artère utérine, son profil qu'on connaît pendant la grossesse. Quand on dépasse 1000 cc, il y a un reverse flow, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt total et un reverse flow par rapport au vaisseau. Et après la vidange, eh ben, l'artère utérine reprend son profil. Ce graphe est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un cut-off à 1000 cc. Il y a un petit plateau qui a été décrit et puis expliqué par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance première quand on commence à injecter. Cette résistance a été raccordée beaucoup plus à la matière du ballon. C'est-à-dire, au début, ça résiste. Ensuite, c'est comme quand on souffle dans un ballon. Au début, ça résiste. Ensuite, il y a une expansion. Et ils estiment qu'à 1000 cc, on a quand même un bon tamponnement. Dans quel cas on va les utiliser? Et bien ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est l'atonie utérine qui résiste aux utérotoniques. C'est l'hémorragie des segments
bas de l'utérus, ces fameux segments bas de l'isthme et de la région cervico-isthmique qui sont très difficiles d'accès, que ce soit par voie haute, quand on a des délabrements ou quand on a des problèmes adhérentiels, surtout de la vessie, ou par voie basse. Donc, les césariennes hémorragiques, quand on a un placenta prévia, et l'hémorragie du site placentaire, y compris le placenta accréta. Donc, les contre-indications, parce qu'il y en a, c'est les lésions vasculaires. Lorsqu'on suspecte une lésion vasculaire qui nécessite une prise en charge chirurgicale, là, il n'y a pas de place au tamponnement, ça sera juste une perte de temps. Les situations septiques, bien entendu, lorsqu'on a une choriamyotite, des situations infectieuses, lorsque l'hémorragie va se gréver sur une infection, là, ce n'est pas le tamponnement parce que c'est des matériaux externes. Et puis, lorsqu'on a une anomalie utérine importante ou une rétention placentaire, ceci dit, c'est-à-dire qu'il faut vider l'utérus avant de placer le tampon. Who and where? So, tout professionnel de la santé de la femme, toute personne qui est apte à prendre en charge un accouchement doit être capable de passer ce ballon dans l'utérus. Donc, les médecins gynécologues, surtout les juniors, les résidents, il faut démystifier. C'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on doit apprendre à faire. Tout accoucheur expérimenté, y compris la sage-femme, il ne faut pas hésiter de s'aider de l'échographie si on a des doutes. Ce n'est pas grave, il faut mettre une sonde et voir comment ça se passe avec le ballon. Et puis toujours une surveillance post-procédure qui va nous aider donc, à la surveillance de la patiente. Le lieu, donc c'est les lieux médicalisés. Donc là, on arrive, là où on estime qu'on peut le faire, en salle d'accouchement, au bloc opératoire, dans les salles d'urgence, au service. Là, le tampon, c'est une main qu'on met pour comprimer l'utérus en attendant de se retourner et de clarifier la stratégie d'action. So, après, when and... alors, initialement, quand est-ce qu'on va utiliser ce ballon? C'est devant toute hémorragie d'emblée grave. Quand on voit que l'hémorragie est grave, après une surdistension de l'utérus, après un gros enfant, sans lésion anatomique, il faut être sûr qu'il n'y a pas de rupture utérine, qu'il n'y a pas de dilacération du col, parce qu'on ne fera que perdre du temps. Donc, un checking premier est très important. Devant une hémorragie progressive et qui résiste au traitement, nos obstétriciens, on a cette alerte. Il faut regarder la malade, comment elle réagit et comment elle répond à nos manœuvres. Devant donc en préventif, devant une hémorragie massive secondaire, lorsqu'on voit que la rétraction utérine est précaire, on ne fait pas confiance à cet utérus, et ben on place une bacrie. En seconde méthode de choix, après le traitement médical et obstétrical, alors là c'est important, avant le transfert de la patiente vers un centre de niveau supérieur, c'est-à-dire il ne faut pas embarquer les patientes dans une ambulance comme ça, avec un utérus chiffon, avant de passer en salle d'embolisation et avant de passer au traitement chirurgical sous couverture d'une réanimation efficace. Il ne faut jamais donc perdre le bénéfice de ce packing à l'intérieur, de cette sonde qui va maintenir l'utérus à sec un petit peu le temps d'avancer. Et ça mérite d'intégrer la bacrie ou la sonde en général dans les protocoles d'HPP, dans les services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit dans l'improvisation. Donc, comment le placer? Par voie vaginale, c'est simple, comment c'est faire? Il faut vérifier d'abord la vacuité utérine et l'intégrité anatomique. Il faut placer la main dans le vagin, pousser le ballon à l'intérieur de la cavité utérine et commencer le remplissage, d'abord jusqu'à 500 cc. Mais après, il y a un test très important qui est l'arrêt du saignement par le cordon de retour. C'est-à-dire que c'est instantané. Plus on remplit, plus ça va s'assécher. Si on a du sang qui arrive encore, il faut mettre encore du sérum. C'est-à-dire là, ce test positif est très important pour juger de l'efficacité de ce ballon et puis paquer le vagin pour éviter qu'elle revienne en arrière. Par voie haute, toujours vérifier la vacuité, le placenta, les lésions vasculaires, les traits de refond qui vont filer dans le myomètre. Il faut introduire via l'hystérotomie, d'abord les tuyaux qui vont passer via le vagin, via le col, et l'assistant qui va les tirer par le bas, et ensuite récupéré par l'assistant, et le remplissage va se faire jusqu'à ce que le ballon bloque dans la région cervico-isthmique et continuer la césarienne, bien entendu, comme on sait le faire.
comment la surveiller? La surveillance, elle est très importante. C'est-à-dire en continu, elle doit être en continu. On ne met pas le ballonnet et on met la malade dans son lit. Le saignement, l'état hémodynamique, la tension artérielle, la pâleur, tout ça est à voir. C'est-à-dire, ce n'est pas une main divine. On a mis un ballonnet, mais il faut surveiller derrière. La traction... non. Voilà, la diurèse, et ça peut s'organiser chaque heure, chaque 2 heures en fonction de l'état. Vérifier la situation du ballonnet, est-ce qu'elle est véritablement au fond, ou alors il y a quelque chose derrière, il y a une chambre derrière et le ballonnet a glissé. Les précautions, donc comme je vous ai dit, le packing vaginal, vérifier la position du ballonnet, toujours la perfusion d'utérotonique de mise et en continu, couverture antibiothérapie et le maintien de plus de 24 heures en cas de non-amélioration. C'est-à-dire quand on voit que ça n'a pas vraiment donné, il ne faut pas se cacher la face, il faut passer au palier supérieur et on considère que le ballonnet était une étape transitoire. Donc, le retrait, il faut retirer le packing et vider le ballonnet et tracter simplement sur les cathéters pour retirer le ballonnet et maintenir la surveillance. Après, là, les complications, parce qu'il faut les décrire, c'est la rupture utérine ou une perforation. Ça peut être une rupture de cicatrice, si on l'a placé sur un utérus cicatriciel, on n'a pas fait attention. Ça peut être une migration de ballonnet après une perforation, comme elle a été décrite dans cette publication, où ils ont retrouvé carrément le ballonnet dans le pelvis parce qu'ils ont poussé trop loin sur un isthme distendu en fin de travail. Ils sont passés en travers de l'isthme sans faire attention. Et tout obstétricien sait qu'on peut passer à travers une paroi utérine comme si on passait à travers du beurre. C'est très flasque et lâche. L'efficacité. Alors l'efficacité, toute la littérature va vous dire que c'est efficace, mais ce n'est pas très bien codifié. Les études sont disparses puisque ça se passe en urgence. Donc l'efficacité, elle serait de plus de 80% dans le contrôle des HPP sans procédure additionnelle. C'est-à-dire quand on met la thérapie, on met la réanimation plus le ballonnet, ça peut suffire pour ne pas avancer dans les paliers de gravité. Et sur cette étude, ils ont conclu qu'en routine clinique, c'est-à-dire en pratique clinique de routine, c'est très efficace et on a une perte on a moins recours aux méthodes invasives et pour contrôler l'hémorragie du postpartum. Là, c'est une étude où ils ont comparé l'efficacité du ballonnet versus embolisation, donc randomisé sur 2 groupes. Il n'y a pas eu de différence significative dans le risque d'hystérectomie ou de décès maternel. Donc, embolisation versus ballonnet, je pense que l'accessibilité et la faisabilité, il n'y a pas photo. Et donc, il n'y a aucune différence entre le taux d'hystérectomie et de décès maternel lorsqu'on utilise la tamponnade intra-utérine versus embolisation artérielle. Je pense que c'est très important pour nous d'être rassurés par ce genre d'études. Les autres utilisations, et je ne vais pas être très longue, ce sont les avortements hémorragiques du T2, c'est-à-dire dès que le col est assez ouvert pour placer le ballonnet, il ne faut pas se priver de ça. Les grossesses cervicales, et là je vais peut-être détailler certaines de ces indications. L'inversion utérine, lorsqu'on redresse l'utérus, on met le ballonnet pour pas qu'il y ait récidive. La prise en charge du placenta accreta et l'hémorragie pelvienne post-chirurgicale, y compris post-hystérectomie. Donc, là, c'était une grossesse cervicale du cervice. Donc, vous voyez bien que c'était peut-être sur une isthmocèle où on a une grossesse carrément avec du trophoblaste qui envahit comment on appelle ça, qui envahit le mur postérieur de la vessie. Et donc, cette patiente, on a fait une évacuation de cette grossesse et on a mis en place le ballonnet. Donc, l'emplacement, dans ce cas-là, doit être bas. Il doit être bas et vérifier que derrière, l'utérus est rétracté. Là, on a vraiment besoin que ça soit dans la niche. Souvent, dans mon service, je leur demande de placer une follet, parce que le volume de la follet, c'est-à-dire, elle est sous pression rapidement par rapport à la bactérie qui va distendre toute la cavité.
Alors, le placenta accreta, vous pouvez lancer la vidéo s'il vous plaît. Je ne peux pas ne pas en parler à l'heure où je vous parle. J'ai quelque chose comme 5 patientes hospitalisées dans le service avec diagnostic d'accreta entre 28 et 32 semaines. C'est devenu un fléau dans le service. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas 2 patientes avec placenta accreta. Le problème de ce placenta accreta, c'est que quand on improvise, on va vers une hystérectomie, vers les techniques décrites, c'est rentrer dans un mur, c'est-à-dire c'est des chirurgies hautement traumatisante et pour l'équipe et pour la patiente, polytransfusion, traumatisme de la vessie, parfois de l'urtère. Il était impératif qu'on place un schéma ou une façon de faire. Là, c'était ce qu'on avait vu. Donc là, il y a une partie qui est en incrétion, mais là, vous voyez directement les vaisseaux qui saignent dans cette loge. Et donc, à partir de là, il fallait établir des protocoles. Là, alors, dans le service, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une échographie où on détermine la zone. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, mais en général, la zone en incrétion, elle est beaucoup plus hypoéchogène par rapport au reste du placenta, du fait peut-être de sa vascularisation plus importante. Je n'ai pas trouvé de traces dans la littérature. Donc, cette zone, elle est délimitée. Ensuite, on va aller au bloc en sachant où s'arrête le bord supérieur de l'incrétion et on se met à 2 travers de doigts au-dessus. Donc, après, donc là, c'est les coupes qu'on réalise pour être certaine où se trouve la partie en incrétion. Alors, au bloc opératoire, on fait une résection partielle. C'est-à-dire, on n'abandonne pas tout le placenta, c'est trop gros, il peut se décoller secondairement et être à l'origine d'une hémorragie et d'un échec thérapeutique secondaire. Donc, puisqu'il faut faire avec ce qu'on a, enfin avec le nombre important, il faut donner des protocoles aux équipes. Donc, on résèque la partie qui se décolle du placenta et on n'abandonne que la partie en incrétion. C'est-à-dire la partie fixée, celle-là, on l'abandonne et on ferme, on fait souvent une hystérotomie segmentaire haute. Vous voyez bien que c'est haut. On retire l'enfant, on retire la partie qui se décolle, on abandonne cette partie qui envahit tout le mur antérieur et parfois même la vessie. S'ensuit tout de suite après une triple ligature vasculaire étagée et tout de suite après la triple ligature, on fait la ligature des hypogastriques. Donc, triple ligature et ligature des hypogastriques, c'est une dévascularisation. Pourquoi l'hypogastrique ? Parce qu'elle est beaucoup plus efficace dans les problèmes bas, c'est-à-dire tout ce qui va vers la région cervico-ischémique. Et là, c'est le contrôle un mois après. Et je ne sais pas si vous voyez, là, j'avais 8/44. Là, j'ai quelque chose comme 75/40. C'est pratiquement le morceau que j'ai laissé, là où j'ai décidé d'abandonner le placenta et qui commence à se décoller. Donc, une fois que, là, c'était, je pense, 1 mois et demi après, une fois qu'on a retiré la partie qui était abandonnée, on peut avoir des hémorragies. Alors, notre moyen de contrôle, c'est le bêta-CG. On les fait 1 fois par semaine. Et quand ça se négative, on sait que le placenta est décollé. Il n'a plus de connexion avec le système vasculaire. Et là, on place une sonde au niveau du lit du placenta qu'on a décollé et le contrôle post-opératoire au retrait de la... Ah non ? Il manque une image. Il y avait une image, je ne sais pas où elle est. Ça y est, j'ai terminé. Donc là, c'était... Alors, l'hémorragie pelvienne post-chirurgicale, la bactérie peut être placée même quand on a retiré l'utérus et qu'il reste un doute sur l'hémostase. On peut placer la bactérie et tirer vers le bas. Ça a été décrit et par des études quand même qui remontent à quelques années. En résumé, l'indication doit être correcte du tamponnement, une atonie utérine par saignement du lit placentaire, au bon moment, ni trop tard ni trop tôt, mais surtout plutôt tôt que tard. Il vaut mieux la placer tôt que tard. Les tests de tamponnement positifs doivent faire partie de la procédure, c'est l'arrêt du saignement, le packing vaginal et l'antibiothérapie, l'utérotonique en continu. Si on doit transférer la patiente stable vers un centre plus performant, le maintien de plus de 24 heures, la surveillance et l'intégrer dans des protocoles pour avoir des guidelines. Les recommandations, il y en a beaucoup de sociétés savantes l'ont publié, mais bon, je vous ramène la dernière, c'est que, est-ce qu'il a une place ? Oui, il a une place, elle est là, elle est au 2e palier.
quand les premiers soins, ça ne passe pas, on voit que la patiente est précaire, il faut placer la bactérie ou le ballonnet que vous avez sous la main. Et tout cela, donc, elle est là avant de passer et d'ouvrir, surtout si on est par voie basse, avant de passer aux autres techniques invasives et peut-être même l'hystérectomie. Conclusion, méthode facile, accessible, efficace et rapide. Elle mérite d'être généralisée à tous les praticiens. C'est une méthode qui peut être décrite de salvatrice. Elle doit être disponible dans toutes les salles d'accouchement et doit être intégrée dans les protocoles préétablis avant les techniques chirurgicales. Et je vous remercie avec beaucoup de ballons.